Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de 15h dont elles sont les principaux faits. Le centre d'application financière ouvre ses portes au ministère du Budget. Et au Maroc, le pacte mondial sur les migrations adopte ce lundi à Marrakech. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui les visites d'adieu de deux ambassadeurs qui ont parachevé leur mission dans notre pays. Il s'agit des deux ambassadeurs donc, de Turquie et du Royaume d'Arabie Saoudite, respectivement M. Sadi Al-Chinok et Ibrahim Ben Abdelaziz Al-Nufal, qui sont appelés à d'autres fonctions et que d'autres diplomates prendront prochainement la relève. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a tout d'abord reçu la visite d'adieu de l'ambassadeur de Turquie. Le diplomate a saisi l'occasion pour exprimer ses chaleureux remerciements à l'ensemble des autorités djiboutiennes, qu'il s'agisse des membres de l'exécutif, du législatif ou de l'administration générale pour l'appui donc qu'il a reçu durant l'accomplissement de sa mission. Il a qualifié la coopération djibouto-turque de fructueuse et porteuse d'espoir. Le diplomate a assuré que son pays continuera à soutenir les efforts de Djibouti à parvenir à réaliser son développement économique. Ankara appuie Djibouti dans de nombreux secteurs, dont la formation, l'agriculture, la géothermie ou la santé. De nombreux projets donc sont en voie d'exécution. Et comme vous l'avez vu donc à l'instant, le président de l'Assemblée nationale a ensuite reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Ibrahim Ben Abdelaziz Al-Nufal, qui lui aussi donc quitte le pays après un long séjour parmi nous. L'Arabie Saoudite apporte un appui constant et multisectoriel à notre pays, qu'il s'agisse des relations d'infrastructures de base, écoles, routes, dispensaires en matière de formation ou sur le plan culturel et religieux. Cet appui donc perdure depuis l'accession de l'indépendance de notre pays. Une parfaite coordination existe également entre les deux pays au niveau politique, diplomatique et sécuritaire. Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite étant proches géographiquement et ne sont séparés que par la mer Rouge. En recevant tour à tour les deux diplomates, le président de l'Assemblée nationale leur a rendu hommage pour tout ce qu'ils ont entrepris et accompli. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssef, a reçu aujourd'hui Madame Del Rey, vice-ministre italienne des Affaires étrangères. Celle-ci a été reçue en compagnie d'une forte délégation qui s'est jointe à elle. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée que Madame la vice-ministre effectue ces jours-ci dans la région et à l'approche des fêtes de fin d'année. L'entretien s'est déroulé dans une atmosphère amicale et détendue. Les deux responsables se sont félicités de l'excellence des relations existantes entre les deux pays et plus particulièrement dans le domaine de la santé. Ils se sont engagés à élargir le champ de la coopération entre les deux pays dans d'autres domaines, notamment du tourisme, du commerce et des investissements. Enfin, le chef de la diplomatie djiboutienne et son hôte ont longuement abordé les derniers développements sécuritaires et politiques que connaît la sous-région. Également dans l'actualité, une réunion donc s'est tenue ce matin au cabinet du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Les Moussa Doualé. Une réunion donc qui a porté sur la gouvernance des entreprises publiques en présence des ministères de tutelle technique, des présidents des conseils d'administration, des directeurs généraux, notamment le ministre de l'Agriculture en charge de l'eau, Mohamed Ahmed Awalé, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi. Et ce dans le souci donc de mettre en application la feuille de route établie par le Conseil de coordination de la gouvernance des entreprises et des établissements publics pour la mise en œuvre du Code de bonne gouvernance adopté par le gouvernement. Le ministère de l'économie et des finances a pris l'initiative d'engager un soutien à l'ONEA et à l'EDD pour les accompagner dans ce processus de réforme. La phase du diagnostic a aussi permis de mettre en évidence des aspects critiques qu'il appartient au pouvoir public de régler. L'objet de la présentation d'aujourd'hui consiste à alerter donc les parties prenantes sur les aspects qui nécessitent des initiatives concrètes de leur part pour mieux accompagner les entreprises publiques dans leurs efforts de restructuration. Tout à fait autre chose, le centre d'application financière attaché au ministère du Budget a entamé aujourd'hui une session de formation à l'hôtel Acacia. Ce centre a vite entamé ses activités depuis l'apparition le mois dernier d'un décret
présidentielle le créant. La cérémonie d'ouverture de la session de formation a été honorée par la présence du ministre du Budget et le ministre du Travail et de la réforme de l'administration. Tous deux ont souligné l'importance que revêt ce centre en matière de gouvernance économique et financière. Ils se sont félicités de la coordination établie entre les deux départements afin que ce centre soit un lieu efficient d'enseignement qui puisse donc répondre aux impératifs liés à la qualité de services rendus par les administrations financières du pays. Merci aux deux ministres qui ont bien voulu parrainer cet événement qui s'inscrit dans leur volonté commune à œuvrer inlassablement au renforcement des capacités du personnel des administrations publiques du pays. En effet, ce projet est né de l'initiative personnelle du ministre de tutelle qui a pris, dès sa prise de fonction à la tête du département du budget, la noble décision de mettre en place une structure dédiée à la formation du personnel des administrations à gouvernance économique et financière. C'était donc les hauts responsables des administrations publiques et les formateurs du centre ainsi que les bénéficiaires au cours de cette formation qui se sont félicités de cette initiative créant ce centre. Écoutons justement un extrait de l'intervention du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Hassan Idriss Samli. Auquel est confiée la mission de renforcement des capacités des ressources humaines du département à gouvernance économique et financière est le fruit de notre volonté commune. Il répond à l'ambition de notre pays de construire une administration moderne et performante. Les défis à relever pour la concrétisation de ce centre très attendus ont été nombreux. La transformation que connaît notre administration oblige à une formation constante de son personnel au niveau professionnel. Une formation permanente, adaptée aux enjeux actuels et futurs, est le levier dont dépend la réussite de toutes les initiatives du développement. Cependant, tous les facteurs indispensables pour la réussite de ce projet sont réunis. Une forte volonté politique et un engagement des responsables qui comportent le projet. Suivons à présent les propos tenus par le ministre du Budget, M. Bodé Ahmed Rableh. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, en cette journée qui marque le lancement officiel des activités du Centre d'application financière. Je suis profondément convaincu que l'essence de la bonne gouvernance est la confiance des particuliers et la confiance des particuliers et des investisseurs dans l'efficacité, la fiabilité et l'impartialité de l'administration publique compétente en matière de gouvernance économique. Cette conception place la valorisation des hommes et des femmes, des administrations financières publiques au cœur de nos efforts tournés vers la réalisation des aspirations légitimes du développement durable de la République de Djibouti, aux uns et aux autres, en paraphrasant la formule du célèbre mathématicien et physicien Albert Einstein, n'essayez pas de devenir une femme ou un homme qui a du succès. Essayez de devenir une femme ou un homme qui a de la valeur. Quel enseignement technique et quelle formation professionnelle valorisée? Un document en ce sens était élaboré et présenté pour la validation donc au ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et à de nombreux autres hauts responsables du département concerné. Une politique nationale devant être définie en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle et doit guider les responsables afin que les élèves et futurs demandeurs d'emploi puissent répondre aux offres et satisfaire le marché du travail. Le représentant du bureau donc régional de l'UNESCO a mis l'accent sur l'intérêt d'une politique nationale qui est à gage, donc a-t-il dit, de retombées économiques significatives pour les entreprises des pays en développement et constitue pour les individus les moyens de lutter efficacement contre la pauvreté.
La politique nationale donc de l'enseignement technique s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance accélérée et les objectifs de développement durable des Nations Unies, a-t-il par ailleurs insisté. Écoutez la représentante de l'UNICEF et Madame Djenabou Mahoundi. Prenons la parole à son tour, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rappelé l'importance que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accorde à l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui est capitale pour la jeunesse et essentielle pour l'essor économique. Très heureux de me retrouver parmi vous ce matin à l'occasion donc du lancement de cet atelier important de restitution et de validation de la politique nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, accorde une importance capitale à ce secteur porteur pour nos jeunes et essentiellement pour le développement de notre pays aujourd'hui en plein essor économique. C'est pourquoi le gouvernement tout entier et mon département en particulier attachent une importance sans équivoque à la politique de la formation professionnelle et de la valorisation du capital humain. Et la présence parmi nous de nombreux chefs d'entreprise témoigne par ailleurs de notre forte volonté d'ouvrir le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au monde du travail. À cette occasion, je tiens à adresser mes vifs remerciements au ministère. Mes vifs remerciements s'adressent également aux différents partenaires internationaux qui ont contribué donc à la réussite de ce travail. Et je remercie ici l'UNESCO en particulier pour son importante contribution à la réalisation de cet atelier. Également dans l'actualité, l'Institut supérieur des sciences de la santé, en collaboration avec le corps lémonien, a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise de certificats à une trentaine d'étudiants qui ont suivi des cours 2 mois durant, cours prodigués par des responsables de services de santé de l'armée américaine. L'objectif de cette formation est d'appuyer les structures de santé du pays en personnel qualifié. Ont assisté à la cérémonie le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et l'ambassadeur des États-Unis, Larry André, ainsi que la directrice de l'Institut supérieur, Madame Nadira. À la fin de la cérémonie, les officiels ont procédé à la remise du certificat aux trentaines des étudiants. L'ambassadeur des États-Unis a indiqué que sa chancellerie continuera à apporter son soutien à l'Institut supérieur des sciences et de la santé. Capable de répondre aux besoins de développement du système national de santé. À cet effet, l'Institut est chargé de dispenser des formations de qualité conformes aux standards internationaux sur les plans scientifiques et pédagogiques, de participer aux travaux de recherche, notamment dans des domaines de la communication, de l'épidémiologie, des sciences infirmières, de l'économie de la santé, de l'organisation des services de santé et de la qualité des soins. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche a rappelé que l'ambassade des États-Unis est un partenaire important qui contribue au développement des structures de santé. Nous l'écoutons. Pour nous, c'est très important. Depuis quelques années, nous avons voulu faire de l'Institut des sciences de la santé un institut exemplaire. Et c'est le cas. C'est le cas dans le sens où cet institut évolue aujourd'hui dans des formations de licence, master et doctorat. Mais il nous a semblé également important de travailler sur les langues, dans la mesure où nos infirmières, ou nos sages-femmes, ou nos techniciens paramédicaux auront de plus en plus à travailler avec des équipes médicales qui parlent notamment l'anglais étant une langue de plus en plus parlée dans le monde et une langue universelle. C'est à ce titre-là, et je suis très honoré de voir qu'aujourd'hui les efforts consentis par la directrice et ses collaborateurs, par les étudiants, avec le soutien, mesdames et messieurs du camp Lémonier, avec votre soutien, et nous vous en remercions, que nous avons atteint nos objectifs.
Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi encore de faire une requête, c'est de poursuivre cet effort. Vous avez déjà aidé l'ISS par la construction, comme vous l'avez dit, par 6 salles de travail, et nous comptons sur ces efforts-là pour faire de cet institut, nous accompagner, parce que la santé est primordiale dans notre pays, parce que votre présence dans le pays est importante, et cet échange permettra de donner plus de visibilité à votre action sur le terrain, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'environnement, et je sais que vous ne ménagez aucun effort dans ce sens. Le reste de l'actualité, la secrétaire d'État chargée donc aux affaires sociales, Madame Mouna Ousmane Aden, a reçu aujourd'hui une délégation de haut niveau de la République du Tchad, dirigée par le directeur de la famille, des affaires sociales de la solidarité nationale, du ministère des Affaires sociales, de protection des petits-enfants, de la solidarité nationale, Monsieur Mapabi. Eh bien, cette délégation, composée notamment de représentants des ministères de l'économie, de la femme, de l'eau et autres départements ministériels du Tchad, en participe à cette rencontre du premier du genre, le directeur général de l'Agence djiboutienne pour le développement, la DDS, Mahdi Mohamed Jama. La secrétaire d'État chargée aux affaires sociales a tenu une réunion d'information avec la délégation tchadienne, au cours de laquelle ils ont discuté des relations entre les deux pays et les coopérations donc, dans divers domaines, ainsi que le projet d'appui des réfugiés. Penser dans la mise en œuvre de ce projet, raison pour laquelle nous avons choisi Djibouti pour s'inspirer de leur expérience, parce qu'ils ont développé pas mal de programmes en ce sens. Et je pense que ces riches expériences peuvent nous aider vraiment à mieux faire. Pour la 7e et dernière journée, les travaux de la 2e édition de la Foire internationale de Djibouti s'est clôturé donc aujourd'hui au Palais du Peuple, organisé par la Chambre de commerce de Djibouti. L'exposition regroupe cette année a regroupé donc plus de 300 entreprises représentant des trentaines de pays des différents continents. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait inauguré la foire le 3 décembre dernier. Cette 2e édition constitue une occasion importante de renforcer les échanges commerciaux entre nos pays, les pays de la région, le continent africain et les entreprises internationales. Elle représente également une formidable opportunité pour les opérateurs du secteur privé, moteur de notre économie nationale. Dans le cadre de leurs activités de promotion du livre et de la lecture, la librairie Victor Hugo et l'association La Caravane du livre, en partenariat avec l'ambassade de l'Union européenne et de l'Institut français de Djibouti, a organisé des animations éducatives et culturelles et une vaste opération de solde d'ouvrages. Depuis hier, les enfants accompagnés de leurs parents ont profité de ces expositions. Ces livres donc ont été vendus à des prix allant de 200 jusqu'à 3 950 francs. Parmi les livres soldés, on y trouve des dictionnaires, des méthodes de livres, de lecture, des annales, des albums photos, etc. Cet événement qui se déroule au Grand Marché de l'IAD et dont l'objectif est de rapprocher le livre à son public. La journée mondiale de lutte contre le sida s'est poursuivie mardi dernier dans la soirée de Ali Sabié au centre de développement communautaire de la région. La délégation conduite par la directrice de la jeunesse chargée de superviser cette sensibilisation est accueillie chaleureusement par les autorités locales. Cette journée de sensibilisation contre le VIH-Sida s'est déroulée en présence de beaucoup de jeunes, moins jeunes, devant un parterre de jeunes donc. Et cette journée donc a été animée par des sketchs des jeunes du CDC de Wahid Dabo et des prêches religieuses prônant la fidélité dans le mariage et l'abstinence pour les célibataires. Nous allons nous marier, ne sais pas. Nous aussi, nous allons nous marier. Entamer l'étape des régions qui concerne la campagne nationale de sensibilisation destinée à la jeunesse des différents quartiers, à la fois dans la capitale mais aussi dans les régions. Au Maroc, le pacte mondial sur les migrations a été adopté aujourd'hui à Marrakech, je le dis en titre. La conférence intergouvernementale de Marrakech, convoquée par l'ONU, sera marquée par la participation d'au moins 150 États membres selon l'ONU, qui s'attendent aussi à la présence d'au moins une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à ce rendez-vous mondial important. Le texte du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières a été approuvé le 13 juillet dernier par les États
membre sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies et a été salué par le chef de l'ONU comme une réalisation importante. Il s'agit d'un document complet visant à mieux gérer l'immigration internationale, à relever leurs défis et à renforcer les droits des migrants tout en contribuant au développement durable. Le texte du pacte mondial est profondément ancré dans la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'étranger, toujours au Japon cette fois, 3 semaines après son arrestation surprise à Tokyo, Carlos Ghosn a été donc inculpé ce lundi pour dissimulation de revenus sur 5 ans. Le bureau des procureurs a décidé de le mettre en examen pour avoir omis de déclarer aux autorités boursières environ 5 milliards de yens revenus sur 5 années de 2010 à 2015. Son bras droit, Greg Kelly, arrêté en même temps que lui, a aussi été inculpé. Nissan est également poursuivi en tant qu'entité morale, le parquet jugeant que la responsabilité de l'entreprise était aussi engagée car c'est elle qui a remis les rapports incriminés aux autorités boursières. L'enquête ne s'arrêtera vraisemblablement pas là car les procureurs ont l'intention de requérir un nouveau mandat d'arrêt contre Ghosn pour le même motif mais sur une période plus récente allant de 2015 à 2018 pour un montant de 4 milliards de yens. Le cas échéant, cela relancerait une procédure de garde à vue pouvant durer 22 jours à partir de lundi, soit au-delà de Noël. Et quelle que soit alors son issue judiciaire, l'affaire laissera des traces dans l'alliance Renault-Nissan, née en 1999 et devenue, avec l'apport de Mitsubishi Motors en 2016, le premier ensemble automobile mondial. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous informer à 22 h pour un nouveau journal.